Nous partons de l'aire de Saint-Dizier sur un National 4. Nous sommes le 19 août 2025. Il est 20h10. Continuez sur N4 pendant 81 km. Radar fixe à 100 mètres.
Radar fixe à 1000 mètres. Radar fixe à 500 mètres. Radar fixe à 100 mètres.
Radar mobile à 1000 mètres. Radar mobile à 500 mètres. Radar mobile à 100 mètres.
Radar mobile à 1000 mètres. Radar mobile à 500 mètres. Radar mobile à 100 mètres. Radar fixe à 100 mètres.
informations. Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash, aujourd'hui à 20h46. France Info, le fil info de 20h45. Et attention aux orages dans le sud de la France, l'Hérault, le Gard et la Lozère placés en vigilance orange jusqu'à ce soir minuit, en raison donc d'un risque de fortes pluies et d'inondations. Dans les Côtes d'Armor, pourtant sorties de cette alerte aux orages, au moins 600 foyers étaient jusqu'à tout à l'heure privés d'électricité à cause de la foudre. Emmanuel Macron réaffirme son soutien à François Bayrou dans un entretien à Paris Match. Il juge que le locataire de Matignon a les capacités pour tenir le gouvernement jusqu'à la fin de son mandat en 2027. Le chef de l'État qui répète par ailleurs qu'il ne veut pas de nouvelles dissolutions, estimant que c'est aux responsables politiques de savoir travailler ensemble. Fin de citation. Une deuxième plainte pour viol déposée lors de la feria de Dax dans les Landes. Les faits se sont produits dans un camping de la feria dans la nuit de dimanche à hier. Il n'y a pas d'arrestation pour l'instant, dit la police. Hier déjà, un homme d'une quarantaine d'années avait été mis en examen et placé en détention provisoire pour des soupçons de viol pendant cette feria sur une plaignante âgée d'une vingtaine d'années. À l'étranger, les chefs d'état-major des armées de l'OTAN se réuniront en visioconférence demain pour évoquer le conflit en Ukraine et la progression des efforts diplomatiques. Quant à Vladimir Poutine, il propose de rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Moscou, alors que la France plaide, elle, plutôt pour Genève. Et puis lui a déjà manqué Wimbledon. Dans 600 mètres, utilisez les deux voies de gauche pour prendre la sortie A31 en direction de Nancy, Toulon-Croix de Metz. Après avoir été victime d'une fracture de fatigue à Roland-Garros, Arthur Fils, blessé et contraint de déclarer forfait cette fois pour l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Le joueur français l'annonce sur Instagram après utilisez les deux voies de gauche pour prendre la sortie A31. Une alerte ressentie à Toronto et Cincinnati aux États-Unis. Continuez sur A31 pendant 19 km. France Info. Selon RFI, Journal Monde, aujourd'hui à 19h16. Il est 19h à Paris et à Bruxelles. Vous écoutez bien Radio France Internationale, 17h en temps universel. Diane Berger. L'heure de transformer les paroles en actes. Après le sommet international de Washington hier, les Européens se mobilisent pour faire avancer vite les discussions sur une possible fin des combats en Ukraine. Des tractations diplomatiques intenses également au Proche-Orient. L'Égypte et le Qatar mettent la pression sur Israël pour accepter une trêve à Gaza. Hier, le Hamas a accepté leur proposition de cesser le feu. Les températures baissent, mais les incendies ne sont pas finis en Espagne. Les conservateurs blâment le gouvernement socialiste. Le Premier ministre espagnol rappelle, lui, l'impact du changement climatique. Et puis en France, malgré le blocage des institutions, le président Emmanuel Macron n'envisage pas de nouvelles dissolutions. Après les discussions, place aux questions pratiques. Les alliés de Kiev veulent avancer vite sur ce qui a été discuté ce lundi à Washington lors du grand sommet sur l'Ukraine organisé à la Maison-Blanche avec Donald Trump. La coalition des volontaires, ces pays alliés de Kiev, s'est réunis en visioconférence cet après-midi pour faire le point. Les 27 pays de l'Union européenne ont fait de même par la suite. L'Europe assure vouloir faire sa part pour obtenir la paix en Ukraine. À Bruxelles, les précisions de Lax Minopta. Les chefs militaires de l'OTAN vont se réunir ce mercredi pour parler de la voie à suivre. Exemple d'action concrète en discussion, mettre en place une sorte d'article 5 de l'OTAN pour l'Ukraine. Si un pays membre est attaqué, il est automatiquement défendu par ses alliés, mais la mesure s'appliquerait en dehors du cadre de l'Alliance Atlantique. Les Européens ne comptent pas assurer cette sécurité seuls. Ils ont insisté sur un engagement de Washington. Antonio Costa, le président du Conseil européen. L'activité diplomatique s'accélère. Il y a une dynamique croissante pour fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité Radar mobile à 500 mètres. avec l'accord des États-Unis pour participer à cet effort. Et c'est vraiment bienvenu. Radar mobile à 300 mètres. S'agira-t-il de renseignements militaires ou plus? Donald Trump a Radar mobile à 100 mètres.
assuré cet après-midi qu'il n'enverrait pas de troupes au sol. Nous avons les pays européens, ils vont prendre les devants, a-t-il déclaré dans une interview à Fox News. Mais un soutien aérien est possible, a ajouté le président américain. Lax Milota, Bruxelles, RFI. Parmi les autres sujets évoqués hier lundi à Washington, l'idée d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, les dirigeants russes et ukrainiens qui ne se sont pas vus en face à face depuis le début de la guerre en Ukraine il y a plus de 3 ans. La Suisse pourrait accueillir une telle réunion. Le pays est perçu comme neutre. Il est également prêt à accorder l'immunité au président russe, car, on le rappelle, Vladimir Poutine est visé par un mandat d'arrêt international. Le chef du Kremlin a lui proposé une réunion à Moscou, une idée rejetée par Volodymyr Zelensky. Peut-on croire à un espoir de trêve entre le Hamas palestinien et Israël dans la bande de Gaza? Après 22 mois d'une guerre d'une violence inédite, une proposition de cessez-le-feu est actuellement discutée. Le mouvement palestinien a donné une réponse favorable hier, lundi. Israël, de son côté, n'a pas encore donné de réponse officielle et une source gouvernementale affirme à l'agence France Presse qu'Israël continue d'exiger avant tout la libération de tous les otages. Guilhem Delteil. Attendre semble encore moins que jamais une option. Attendre reviendrait à laisser Israël mener une offensive sur la ville de Gaza conformément au plan du gouvernement Netanyahou, un plan quasi unanimement rejeté sur la scène internationale. Les médiateurs égyptiens et qatariens s'affairent donc pour relancer une perspective politique et tenter de convaincre Israël de changer de cap. Après avoir reçu la réponse du Hamas, l'Égypte et le Qatar tentent désormais de mettre la pression sur Israël. Ce mardi, le ministère des Affaires étrangères du Qatar a estimé que la proposition de cessez-le-feu acceptée par le Hamas reprenait presque intégralement les propositions de l'émissaire américain Steve Witkoff, des propositions à souligner le porte-parole de la diplomatie de l'Émirat qui ont été acceptées précédemment par Israël. La stratégie des médiateurs portera-t-elle ses fruits? Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pour l'instant réitéré son attachement à son plan offensif. Les exigences de son gouvernement sont la défaite totale du Hamas et la libération de tous les otages. La réponse formelle à la proposition de cessez-le-feu pourrait prendre encore plusieurs jours, mais pour le moment, Israël se montre inflexible. Guilhem Delteil, l'ancien Premier ministre du Mali, Choguel Maïga, a été placé sous mandat de dépôt. Il est inculpé pour atteinte aux biens publics au Mali. Pas de date pour l'instant pour son procès. Le civil avait été nommé par la junte chef du gouvernement en 2021, puis démis de ses fonctions à la fin 2024. Peu avant, il avait tenu des propos critiques contre les militaires au pouvoir. Il avait notamment regretté le fait d'être tenu à l'écart de décisions importantes sur le maintien aux commandes des généraux. Les chiffres donnent le tout. Radar mobile à 1000 mètres. Orny en Espagne, selon l'Institut de recherche en santé publique Carlos III. Radar mobile à 500 mètres. Plus de 1100 décès sont attribuables aux chaleurs extrêmes du début du mois d'août dans le pays. Malgré une baisse des températures, entre 30 et 40 foyers d'incendie sont toujours actifs dans l'ouest du pays. Les incendies qui ont dévoré 30 000 hectares supplémentaires en l'espace de 24 heures. Et depuis le début de l'année, c'est donc plus de 370 000 hectares de végétation et de terre qui ont été brûlés. C'est un record en Espagne. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, s'est rendu ce mardi dans un centre de commandement anti-incendie. Attaqué par l'opposition conservatrice sur la gestion de la crise, il appelle à la raison. On l'écoute. Il reste des heures difficiles à venir. Je demande donc aux médias, mais aussi aux citoyens qu'ils redoublent de prudence, que nous ne soyons pas trop confiants. Il reste encore des moments critiques, des heures difficiles, et donc il faut qu'ils prêtent attention et qu'ils suivent les recommandations des différentes institutions. L'Agence nationale météorologique estime que la vague de chaleur qui a touché notre pays est terminée. Une vague de chaleur qui a duré 16 jours, c'est-à-dire la plus importante et la plus longue vague de chaleur qu'ait connue l'Espagne depuis 1975. Qu'est-ce que ça signifie? Indépendamment de la cause des incendies, il est évident, et les scientifiques le disent, et c'est aussi une question de bon sens, il est évident que le climat est en train de changer. L'urgence climatique s'aggrave. Ces épisodes sont de plus en plus récurrents et ont chaque fois plus d'impact. Et donc, face aux incendies, face aux inondations et toutes les intempéries liées aux urgences climatiques, il n'y a qu'une seule réponse, l'unité institutionnelle.
que es la unidad institucional. Le Premier ministre socialiste de l'Espagne, Pedro Sánchez, qui est aussi critiqué dans son pays pour des affaires de corruption qui concernent son parti et son entourage. Nouvel épisode du feuilleton aujourd'hui. Un juge convoque son épouse dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds. Begoña Gómez doit être entendue par la justice le 11 septembre prochain. D'après la presse espagnole, elle est soupçonnée d'avoir eu à son service, à des fins privées, une fonctionnaire rémunérée officiellement pour son travail auprès du Premier ministre. Pas de nouvelle dissolution prévue en France. Emmanuel Macron l'a évoqué dans un entretien donné à l'hebdomadaire Paris Match sur le chemin du retour vers la France après son voyage à Washington. Malgré les difficultés du gouvernement de François Bayrou, son Premier ministre sans majorité à l'Assemblée est menacé donc par une possible censure à la rentrée. Le président français n'envisage pas de nouvelles législatives d'ici la fin de son mandat. Raphaël Delvolvé. Qu'importe le risque accru d'une seconde censure en moins d'un an lors du prochain budget, Emmanuel Macron n'envisage pas de demander aux Français de faire émerger une réelle majorité à l'Assemblée nationale. La dissolution, je l'ai faite, je m'en suis expliqué, valait-il, avant d'enjoindre une fois encore les responsables politiques à travailler ensemble dans ce Parlement, représentant à ses yeux les fractures du pays et surtout à faire attention à ce qu'ils font. Pas tant parce que, comme il le dit, François Bayrou est son ami, mais pour la stabilité du pays dans le contexte international actuel. À ses yeux, le Premier ministre a les capacités de tenir jusqu'en 2027, de conjurer les menaces très nettes de la gauche et de l'extrême droite face à son projet de budget très rigoureux. Enfin, le président adresse un message aux membres de son propre camp, mais aussi aux LR du gouvernement tentés de prendre leur distance avec lui en vue de la prochaine présidentielle. Il leur lance « Méfiez-vous, j'ai connu des gens à l'été 2015 qui se projetaient en 2017 et qui n'étaient plus là en 2017. » Fin de citation. Raphaël Delvolvé du service politique de RFI. On termine ce journal avec, en bref, une histoire improbable en Suède. La migration d'une église sur des roulettes dans la ville de Kiruna, une commune fragilisée par l'extension d'une mine à proximité. Tout le centre-ville doit être reconstruit à plusieurs kilomètres de là. Or, l'église de Kiruna, entièrement faite de planches en bois rouge, est un emblème de la ville et l'un des plus beaux bâtiments de Suède, selon de nombreux historiens. Les autorités l'ont donc placée sur des poutres posées elles-mêmes sur des remorques afin de la déplacer très lentement entre 500 mètres et 1 km par heure. La première journée de déménagement s'est bien passée ce mardi. Le convoi reprend demain matin à 6h, temps universel. En attendant, il est 17h10 TU, 19h10 à Paris. Retrouvez l'intégralité des podcasts RFI sur l'application RFI Pure Radio. Selon RTL, le journal, aujourd'hui à 20h09. Les dernières infos avec vous, Mathilde Wessels. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Le streamer Jean Cormanov, aux 190 000 abonnés sur la plateforme Kik, décédé donc en plein direct à l'âge de 46 ans dans la nuit de dimanche à lundi. Cela faisait 10 jours que lui et son groupe d'amis se filmaient 24 heures sur 24. Des vidéos d'une grande violence difficilement regardables. On y voyait Jean Cormanov victime de maltraitance de la part de deux autres streamers niçois, Safin et Naruto. Notre journaliste Marie Bonnet-Blanc s'est rendue à Nice où se tournaient les vidéos et elle a pu rencontrer le frère de Naruto qui participait lui aussi au direct de la plateforme. Oui, je me suis rendue chez la grand-mère de Naruto. Le jeune homme n'a pas souhaité s'exprimer à coup. Dans 3 km, prendre la sortie A33 au 23 en direction de Lunéville, Strasbourg. Panier de sa maman, il s'est effondré en pleurs, signifiant qu'il avait besoin de temps pour faire son deuil. À mon micro, Gwen, son frère, qui intervenait régulièrement dans les lives de ses amis depuis plusieurs années. Pour lui, JP était un membre de la famille. D'ailleurs, dans la maison, des photos d'anniversaire où JP apparaît. Pour le jeune homme de 36 ans, tout n'était qu'une pièce de théâtre géante. Tous les soirs, on lançait notre live à 21h. Alors c'était du contenu très trash, comme les gens disent, mais bon, on assumait totalement. On comprend tout à fait que beaucoup de gens n'adhéraient pas à ça. Et on faisait pas mal de conneries, de défis, des dans notre fonds de commerce. Mais après, nous, qui vivions ensemble dans la vraie vie, on savait très bien que tout le monde allait bien, tout le monde était super heureux. On n'était pas juste des collègues de boulot. JP, c'était notre ami, notre collègue de boulot et un frère. On était vraiment à des années-lumière de penser qu'il pouvait arriver quelque chose comme ça. Le parquet de Nice indique qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la mort et savoir si un lien peut être fait avec les violences mises en scène. Marie
Marie Bonnet-Blanc pour RTL. Dans le reste de l'actualité, l'analyse de Netanyahou liant reconnaissance de la Palestine et antisémitisme est, je cite, abject et erroné. C'est ce que dénonce ce soir l'Élysée suite aux propos de Benyamin Netanyahou qui demande au président français à remplacer la faiblesse par l'action, l'apaisement par la volonté et à le faire avant la nouvelle année juive le 23 septembre 2025. Et le ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, Benjamin Haddad, répond à Benyamin Netanyahou lui aussi ce soir. Dans 600 mètres, prendre la sortie A33 ou 23 en direction de Lunéville, Strasbourg. Qui accuse dans une lettre Emmanuel Macron d'attiser le feu de l'antisémitisme suite à son appel à reconnaître l'État palestinien et à annoncer que la France n'avait pas de leçons à recevoir. Vladimir Poutine ne se rendra prendre la sortie à 33. En Suisse, le président russe propose une rencontre avec Volodymyr Zelensky à Moscou en réponse à la proposition de Donald Trump d'une rencontre. Continuez sur A33 pendant 26 km. Entre les deux présidents sous 2 semaines. Au lendemain de sa réunion avec les dirigeants européens, Donald Trump s'est exprimé sur la chaîne Fox News. Pour lui, le plus important est que les deux présidents se voient en tête-à-tête pour trancher directement sur les points de discorde. Donald Trump et ses équipes sont d'ailleurs en train d'organiser cette rencontre. Météo de demain avec cette vigilance orange orage et pluie inondation pour le milieu de la nuit prochaine. Ce sera sur le Gard, l'Hérault et la Lozère. Et puis pour ce qui est de la majorité du pays, elle sera exposée à des précipitations, parfois à de l'orage. Sont concernés surtout le quart nord-est, notamment dans la Bourgogne-Franche-Comté, au sud de la Champagne et à l'est de l'Île-de-France. Tout de suite, c'est Héros, Faustine Bollard sur RTL. Selon RTL L'Angleco, aujourd'hui à 7h49. Réduire votre consommation de carburant, Esso peut vous y aider. Chaque petit geste compte. Allez plus loin avec un plein, adoptez l'éco-conduite et même trouver des alternatives à la voiture. C'est ce que nous appelons la conduite autrement. Ce ne sera pas simple, mais ensemble, c'est possible. Étonnant de la part d'une société qui produit du carburant? Chez Esso, nous pensons surtout qu'il est temps que cela change. Rendez-vous sur carburant.esso.fr/la conduite autrement et découvrez tous les petits gestes qui peuvent contribuer dès aujourd'hui au changement. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Esso. RTL Matin. Et l'Angleco signé Marie Guerrier. Marie, les Chinois veulent donc vendre des robots humanoïdes comme ils vendent en fait des voitures et des téléphones. C'est exactement ça, et le tout premier centre commercial consacré aux robots vient d'ouvrir dans la capitale chinoise sur 4 étages. Il a été inauguré juste avant la conférence mondiale sur la robotique et les premiers jeux mondiaux de robots humanoïdes organisés par la Chine la semaine dernière. Pékin ne cache pas ses grandes ambitions de devenir le leader mondial de la robotique à usage industriel, mais aussi à usage domestique pour le grand public. Le gouvernement en a fait un secteur stratégique prioritaire à grand renfort d'investissement dans les entreprises chinoises pour produire en masse. L'entreprise chinoise la plus en vue s'appelle Unitree Robotics. Elle prépare son entrée en bourse à la fin de l'année. Unitree développe des modèles de robots très avancés pour des usages industriels, mais propose aussi en entrée de gamme le R1, un humanoïde d'1,20 m pour 25 kg, autonomie de batterie 1 heure, son prix 5 000 € seulement, là où d'autres robots du même type, américains ou japonais, sont 10 fois plus chers. C'est la tactique de la Chine, comme dans bien d'autres secteurs, produire à grande échelle pour casser les prix et rendre la robotique accessible au plus grand nombre, bientôt dans chaque foyer. C'est un marché gigantesque à conquérir. Oui, pourquoi maintenant? Parce qu'il y a d'énormes avancées technologiques. Savez-vous pourquoi il était plus simple et plus rapide de développer d'abord des robots quadrupèdes qui font penser à des chiens? Vous les avez vus, hein, on les voit, ils se développent bien. C'est une question d'équilibre. Pour la forme bipède, il fallait trouver les moyens de gagner en stabilité. Les modèles les plus récents d'humanoïdes parviennent maintenant à se relever quand ils tombent ou à rétablir leur équilibre lorsqu'ils sont bousculés. Et puis désormais, il y a l'IA générative. Elle permet aux robots humanoïdes d'apprendre tout seul, en quelque sorte, par la démonstration, à partir d'exemples qui lui sont présentés. Il peut ainsi effectuer des tâches plus variées, plusieurs tâches à la fois, s'adapter aux situations. Donner une forme humaine au robot lui permet d'évoluer dans un environnement pensé pour et par les humains. Équipés de micros, caméras, Wi-Fi, les humanoïdes voient, entendent et peuvent interagir avec l'homme. Il y a encore à faire évidemment pour gagner en fluidité dans les mouvements, dans l'autonomie des batteries, mais tout avance à grands pas. Bon, concrètement, Marie, à quoi ça sert tout ça? Les robots humanoïdes peuvent répondre aux enjeux de
robotique pour effectuer les tâches répétitives ou dangereuses. On les voit de plus en plus et on va les voir de plus en plus dans les services, accueil du public ou des clients, dans la restauration, les sociétés d'entretien, dans le secteur de la santé également et de l'aide aux personnes âgées et à terme, à la maison, comme assistant ménager. En fait, on peut tout imaginer. Et il faut préciser, Marie, qu'il n'y a pas que les Chinois qui fabriquent des non, la concurrence est rude. Je vous cite 3 exemples d'entreprises de robotique américaines à la pointe. Boston Dynamics, Figure AI et Aprotonic. Eh bien, tous les 3 se sont associés à des constructeurs automobiles respectivement, Hyundai, BMW et Mercedes, pour développer des robots humanoïdes. Alors d'abord à visée industrielle dans les usines, mais le grand public viendra ensuite. Au Japon, Kawasaki travaille avec une équipe française du CNRS. En France, Renault vient d'annoncer une prise de participation dans Vandercraft, une start-up française, pour développer son robot humanoïde qui s'appellera Calvin. Elon Musk, le patron de Tesla, s'est lui aussi lancé sur ce créneau avec un humanoïde baptisé Optimus. Alors on peut s'en inquiéter ou s'enthousiasmer. Une chose est sûre à ce stade, la question n'est plus savoir si nous aurons un jour un robot humanoïde à la maison, mais quand. L'écho passe. Selon BFM, invité Good Morning Business, aujourd'hui à 9h. BFM Business présente la matinale de l'économie. Good Morning Business. Sandra Bambou. Il est presque 7h, bienvenue dans la matinale de l'économie. On est ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business avec toute l'équipe. Une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine dans les prochaines semaines. Accord de principe donné de la part des 2 présidents. C'est ce qui ressort de concret de la réunion d'hier à Washington. Pas encore de garantie de sécurité. Le cessez-le-feu a disparu. Les concessions territoriales n'ont pas été évoquées. Gros scepticisme du côté d'Emmanuel Macron. On va voir ça dans le détail avec Antoine Delard, Caroline Noyer et Adina Revol dans les prochaines minutes. Et puis on reviendra aussi sur cette offre unique pour reprendre Carmatre, notre fabricant français de cœur artificiel placé en redressement judiciaire cet été. Information BFM Business, c'est l'investisseur Pierre Bastide qui s'engage à apporter 150 millions d'euros sur 5 ans. Décision aujourd'hui à suivre sur notre antenne. On va en parler évidemment dans cette matinale. Le Rocambeau, les titres. Oui, la production d'une centrale EDF dans le Nord réduite vers un plus grand contrôle des diagnostiqueurs énergétiques et puis la course pour bénéficier du dispositif MaPrimeRénov'. Dans la prochaine heure, on reviendra évidemment sur cette paix durable que veut Volodymyr Zelensky avec Adina Revol, ancienne porte-parole de la Commission européenne. Ce sera à 7h20. Et puis, on reviendra sur le tourisme en montagne. L'été a-t-il comblé les attentes des stations de ski, des stations d'hiver? Vont-elles envisager l'avenir et comment vont-elles le faire avec le réchauffement climatique? On posera toutes ces questions à Vincent Gay, le directeur de France Montagne, qui sera avec moi dans le grand entretien. Ce sera à 7h45. La matinale de l'économie, c'est parti, soyez les bienvenus. Good Morning Business, le journal. À la une donc, le sommet de la Maison-Blanche avec Volodymyr Zelensky et les Européens, Laura. Le président ukrainien de retour dans le bureau ovale 6 mois après l'altercation historique, accompagné cette fois de 6 dirigeants européens. Ils ont tout fait pour mettre Donald Trump dans les meilleures dispositions après sa rencontre avec Vladimir Poutine vendredi. Antoine Houlard, vous êtes notre correspondant à Washington. On remarque cette avancée principale. À l'issue des discussions, Trump a appelé Poutine et a annoncé la discussion, la tenue prochaine d'une rencontre entre Zelensky et le chef du Kremlin. Oui, c'est la principale annonce de ce sommet. Trump a réussi à mettre sur pied une rencontre entre Poutine et Zelensky. Alors il n'y a pas encore de lieu ni de date, mais les 2 présidents, ukrainiens et russes, ont donné un accord de principe. Accord à demi-mot néanmoins du côté du Kremlin. C'est un tour de force à mettre au crédit de Trump. Le président américain dit que seule une discussion directe entre Poutine et Zelensky peut permettre d'arrêter la guerre. Pour le reste, sur le fond, il y a eu assez peu d'avancées. Trump est resté très vague sur les garanties de sécurité, notamment que les États-Unis pourraient apporter. Il parle d'une coordination avec les Européens, une formule très floue. Et puis surtout, les Européens n'ont pas réussi à convaincre Trump de la nécessité d'un cessez-le-feu, alors que c'était sa grande priorité il y a encore une semaine. Trump, depuis qu'il a vu Poutine en Alaska, dit que ça n'est plus nécessaire et que l'objectif, désormais, c'est un traité de paix. Et ça n'est pas acceptable pour les Européens parce que ça veut dire négocier cet accord sous la pression des bombardements russes. De façon plus générale, on notera enfin que Zelensky a retenu la leçon après l'humiliation qu'il avait subie dans le bureau ovale. Hier, il a multiplié les flatteries et les éloges à l'attention de Trump. Il a même abandonné sa traditionnelle tenue militaire que Trump, il y a 6 mois, avait jugée irrespectueuse.
Antoine Hollard à Washington. Caroline Loyer, vous êtes notre chroniqueuse internationale. Très concrètement, qu'ont obtenu les Européens? Alors, on commence par ces garanties de sécurité que vient d'évoquer Antoine Hollard. C'est surtout pour cela que la délégation avait traversé l'Atlantique. Donald Trump est resté vague sur le sujet. Washington s'engage à coordonner les efforts et les moyens qui seront mis en œuvre par les Européens. C'est la seule certitude, on n'en sait pas plus. Les garanties de sécurité seront formalisées d'ici 10 jours, ça c'est ce qu'annonce Volodymyr Zelensky. Pas de précision non plus concernant l'offre de protection similaire à celle prévue par l'article 5 de l'OTAN. On note cependant que le locataire de la Maison-Blanche n'a hier pas formellement exclu l'envoi de troupes américaines au sol, contrairement à ce qu'il avait fait à plusieurs reprises ces derniers mois. Autre sujet majeur dont les Européens voulaient discuter, la nécessité d'un cessez-le-feu. Le chancelier allemand a particulièrement insisté sur ce point. Pour être honnête, nous voulons tous voir un cessez-le-feu. Je ne peux pas imaginer que notre prochaine rencontre puisse se tenir sans un cessez-le-feu. Nous devons travailler sur cela et mettre la pression sur la Russie, car la crédibilité de nos efforts que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui dépend d'un cessez-le-feu. Voilà, Friedrich Merz extrêmement ferme. On a cru qu'on avait frôlé la crise diplomatique pendant un instant, puisque le sourire sur le visage de Donald Trump s'est complètement effacé. Il s'est empressé d'affirmer que les 6 accords de paix qu'il avait déjà négociés n'incluaient pas de cessez-le-feu. Factuellement, c'est erroné, mais personne autour de la table n'a osé le contredire. Pas question non plus d'évoquer l'épineux sujet des concessions territoriales à ce stade. Les Européens y vont par étapes. Ils n'ont pas obtenu grand-chose, mais au moins les discussions avancent. Ils n'ont pas braqué le président américain, et ça, ce n'était pas gagné d'avance. Effectivement, et on va y revenir avec vous et notre invitée Dina Revol à 7h20, l'ancienne porte-parole de la Commission européenne en France. On revient à présent en France, justement, avec une page énergie. EDF annonce qu'il devrait réduire sa production d'énergie nucléaire dans le Nord cette semaine, Laura. La faute au faible niveau des eaux de la Meuse qui affectera le débit de la production de la centrale de Chaux dès vendredi, une réduction qui ne posera pas de problème à long terme selon les experts. Et puis on en vient à cet arrêté pour mettre fin aux fraudes des diagnostics énergétiques. À partir du 1er octobre, les diagnostiqueurs seront limités, maximum de 1000 DPE par an, soit 4 par jour ouvré, une façon de lutter contre les abus, car parfois les professionnels font des diagnostics bien trop rapidement, 30 minutes au lieu de 2 heures et à des prix cassés, 50 € au lieu de 150 €. On en parlait avec vous, c'est Diaren, vous êtes fondateur et président de Diagadom. Sur la forme, déjà, c'est une mesure, une annonce qui est passée au cœur de l'été. Vous avez été prévenu au tout dernier moment, hein. Oui, bonjour, effectivement, comme d'habitude avec les réformes et les normes au niveau du diagnostic, c'est dur dernièrement. Mais comme vous l'avez dit, en fait, 1000 DPE par an, ça fait à peu près 4 DPE par jour ouvrés. Chez Diagadom, c'est déjà la limite, parce que là, c'est un peu compliqué de faire de la qualité. Comme vous l'avez dit, je rappelle qu'il y a des diagnostiqueurs qui font à peu près 8 diagnostics par jour pour compenser en fait le fait qu'ils font des prix bas. Et lorsqu'on fait un DPE, on ne fait jamais un DPE seul, on fait les autres diagnostics. Donc, en moyenne, un diagnostic immobilier, l'intervention, ça prend à peu près 1h30, 2 heures. Si on rajoute à cela en fait le trajet plus les rapports, ça fait déjà des bonnes journées bien chargées. Donc à 4 diagnostics par jour, c'est très bien. Et nous avons rappelé ça en fait lorsque nous avons rencontré les députés Lionel Cos et Daniel Labaronne, qui avaient un temps incompressible en fait d'intervention, et que c'était important en fait de limiter en fait le temps. Il faut rappeler aux téléspectateurs qu'un diagnostic de performance énergétique, ça prend en moyenne 35 à 45 minutes de réalisation sur le terrain. Et lorsqu'on fait un diagnostic complet, comme j'ai dit, c'est à peu près 2 heures d'intervention. C'est bien cette réforme. Oui. Oui, je vois bien, vous avez raison. Sur le fond, vous êtes d'accord avec la mesure. Ce qu'on soupçonne, c'est qu'il y a plein de diagnostiqueurs finalement qui ne se rendent pas dans les appartements ou dans les maisons. Donc ça va faire le tri. Est-ce que c'est suffisant pour autant pour, entre guillemets, assainir cette profession? Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle s'organise aussi davantage? Si, bien sûr. En fait, on va dire que c'est déjà une Radar mobile à 1000 mètres. Bonne mesure qui va freiner certaines pratiques, qui va freiner la pratique des DPE qui sont faits à distance, des DPE qui sont faits à la va-vite en 15 minutes, et ça va freiner aussi un autre phénomène, c'est celle des sociétés qui utilisent en fait une seule certification pour plusieurs personnes.
Donc vous voyez, il y a des pratiques comme ça qui font que les Français ont perdu confiance envers les diagnostiqueurs. Donc c'est déjà une bonne réforme. Maintenant, c'est pas suffisant. On attend les autres, on attend le QR code, on attend la géolocalisation qui va aussi permettre d'assainir encore plus la profession et d'apporter un peu plus de confiance. Merci Cédric Rennes d'être venu ce matin nous parler de cette mesure, fondateur et président de Diagadom. Laura, les professionnels de la rénovation sont dans les starting blocks, c'est la fin de l'été. Oui, MaPrimeRénov' est suspendu depuis fin juin pour des travaux d'ampleur. Le dispositif fera son grand retour fin septembre et attention, pour pouvoir en bénéficier, il faudra aller très vite. Le gouvernement a d'ores et déjà prévenu, seuls 13 000 dossiers seront acceptés. Marie Carderoy. C'est une course contre la montre qui va démarrer le 30 septembre prochain. Date de réouverture du guichet MaPrimeRénov' pour les rénovations globales. Contrainte budgétaire oblige, le gouvernement a donc décidé de limiter le nombre de projets financés. 13 000 seulement seront acceptés, alors que 35 000 ont déjà été validés au premier semestre et plus de 60 000 sont toujours en cours de validation. 13 000 opérations potentielles pour les rénovateurs et pas forcément les plus simples à boucler, car le gouvernement a également nettement réduit les montants d'aide et décidé de privilégier encore davantage les ménages les plus modestes. Et encore, pour eux, l'aide publique qui pouvait aller jusqu'à 63 000 € avant la suspension n'ira plus que jusqu'à 32 000 € au mieux, c'est-à-dire si les travaux réalisés leur permettent de gagner au moins 3 notes de performance énergétique. Pour seulement 2 notes de gagner, l'aide se limite radar fixe à 1000 mètres. À 24 000 € dans le meilleur des cas. Notez également que seuls les logements E, F et G seront désormais éligibles à MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur. Marie Carderoy. Et puis on termine avec un mot sur le football français. La plateforme Ligue 1 Plus compte déjà plus de 600 000 abonnés après une seule journée de championnat. Des radars fixes à 500 mètres. Par hors norme, selon Nicolas de Taverneau, le directeur général des médias de la Ligue de football professionnel. 600 000 abonnés, c'est presque autant que ce qu'était parvenu à obtenir DAZN en fin de saison. Vous en souvenez, les consommateurs jugeaient les tarifs de l'ancien diffuseur trop élevés. Radar fixe à 100 mètres. Merci beaucoup Laura Cambo. On rappelle que ces tarifs sont à 14,99 € hors offre de lancement. Les marchés tout de suite. Avec vous, Julie Poinerton. On attend Jackson Hole et puis on attendait aussi évidemment le résultat de cette rencontre à Washington hier. Alors du coup les marchés attendent. Le moteur d'aujourd'hui c'est l'attentisme, c'est le moteur pour les marchés, ou si vous préférez Atone. Hier soir, les 3 indices phares de Wall Street ont terminé leur course proche de l'équilibre, plus 0,03% pour le Nasdaq, moins 0,01%, c'est précis pour le S&P 500, moins 0,08% pour le Dow Jones. Idem en Europe où le CAC hier a clôturé en léger repli, moins 0,50% à Paris, moins 0,18% à Francfort et plus 0,21% à Londres. Le manque d'élan, il est donc criant et ce manque d'élan, on le retrouve donc dans la séance du jour sur les marchés asiatiques. Le Nikkei, le Shanghai Composite et l'indice phare de Hong Kong évoluent dans une fourchette étroite aujourd'hui allant de moins 0,20% à plus 0,30%. Une séance de surplace parce que oui, les investisseurs attendent avec impatience le colloque de Jackson Hole qui se tiendra en fin de semaine et qui réunit de nombreux banquiers centraux. Jérôme Powell y prononcera un discours attendu vendredi, un discours qui, selon les observateurs, pourrait bien façonner les attentes quant à l'orientation future de la Fed. Une majorité d'experts qui s'attend toujours à une réduction de taux lors de la prochaine réunion qui est prévue en septembre. Mais la nouveauté, c'est qu'ils sont désormais de plus en plus à anticiper une pause en octobre. Naturellement, ce qui freine aussi les marchés depuis quelques jours, c'est l'issue finale de la rencontre hier entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump concernant la guerre en Ukraine. Pourtant, le président ukrainien s'est réjoui d'avoir eu hier avec Donald Trump la meilleure des discussions pour tenter de trouver une issue. Et si on se tourne du côté du CAC, il est attendu en légère baisse aujourd'hui autour de moins 0,34%. Très vite, l'actualité des valeurs. SoftBank investit dans Intel, Julie. Le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies, SoftBank Group, qui vient d'annoncer avoir conclu un accord avec l'américain Intel en vue d'acquérir des actions de l'entreprise du semi-conducteur pour un montant de 2 milliards de dollars. Les deux entreprises, elles ont évoqué dans un communiqué commun leur volonté de renforcer leurs engagements et d'investir dans des technologies de pointe et l'innovation dans les domaines des semi-conducteurs. Merci beaucoup Julie, on vous retrouve dans une demi-heure. Culturia tout de suite. Good Morning Business.
Culturia. Avec Anthony Morel. Dans 600 mètres, continuez sur N4. OpenAI a lancé il y a 10 jours son nouveau bébé GPT-5. Censé être une révolution, pour l'instant c'est plutôt la grande désillusion. La nouvelle IA est jugée par beaucoup d'utilisateurs moins performante déjà que le modèle précédent, Anthony. Oui, c'est jamais très bon signe. C'est embêtant. Oui, c'est embêtant, ça va être un gros défi pour la française Fijissimo, vous savez, qui devient depuis cette semaine la numéro 2 d'OpenAI. Il poste très prestigieux, mais c'est vrai qu'elle arrive dans un contexte un petit peu particulier parce que Continuez sur N4 pendant 12 km. Pour la première fois de son histoire, probablement, ChatGPT déçoit les utilisateurs. Alors je rappelle un petit peu le contexte parce que les gens sont en vacances, n'ont pas forcément suivi. Il y a 10 jours, effectivement, OpenAI annonce GPT-5. Alors ça devait être la révolution, mais vraiment, on allait voir ce qu'on allait voir. C'était une IA incroyable, beaucoup plus performante sur la programmation, les maths, l'aide à la rédaction, les conseils de santé. Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui nous explique que c'est comme si on avait une équipe de doctorants dans notre poche. Rien que ça, sauf que dans les faits et après utilisation, c'est pas exactement ça. Deux critiques majeures. D'abord sur l'efficacité du modèle qui visiblement fait quand même pas mal d'erreurs. Il a été pris en flagrant délit de stupidité, ce modèle d'intelligence artificielle, y compris quand on lui propose des problèmes de maths très basiques. Certains disent on lui a proposé des problèmes de maternelle et il s'est planté, ce qui est un petit peu embêtant. Alors c'est sûrement des erreurs de jeunesse, ça va s'améliorer, mais enfin c'est quand même un petit peu embêtant. Et puis la deuxième critique qui est plus intéressante, je trouve, c'est sur la personnalité de cette intelligence artificielle. C'est-à-dire que les réponses sont jugées trop robotiques, trop froides, trop impersonnelles, là où le modèle précédent, GPT-4o, était réputé beaucoup plus chaleureux. C'est vrai qu'on avait l'impression, si vous l'avez déjà utilisé, de discuter quasiment avec un être humain, avec un ami quasiment. Et la nouvelle version, elle, est beaucoup plus froide, beaucoup plus austère exactement dans ses réponses. Et ça plaît pas à tout le monde. Est-ce qu'OpenAI va avoir sa copie du coup? Oui, ils ont été obligés de le faire. Alors, ils ont déjà proposé aux abonnés payants d'utiliser l'ancien modèle plutôt que le nouveau. C'est jamais une bonne nouvelle. C'est jamais très très bon signe. Et puis surtout, ils ont transformé la personnalité de GPT-5. Ils disent, vous inquiétez pas, on va le rendre plus chaleureux, plus amical. Donc il y aura des petites touches quand on lui pose des questions et on va dire, bonne question, tu me poses une bonne question, bien vu. Enfin, côté un petit peu encourageant comme ça, sachant que c'est un arbitrage qui est très délicat, parce qu'en fait, le choix de rendre GPT-5 plus impersonnel, c'était un choix délibéré de la part d'OpenAI. Pourquoi? Parce que les versions précédentes, je sais pas si vous l'utilisez, moi j'en avais fait aussi l'expérience, c'est que il était considéré comme un peu trop flatteur. Il vous brossait toujours dans le sens du poil, en fait, quand vous lui posiez des questions, et ça c'est un petit peu problématique, c'est une pente en tout cas très dangereuse en termes de santé. Dans 150 mètres, au rond-point, prendre la première sortie. Les dépendances émotionnelles, d'avoir une IA qui va toujours dire oui à tout, même quand vous lui posez des questions un petit peu dans 500 mètres, rejoindre N4. Tendancieuse, qu'elle soit une sorte de yes man d'une certaine manière. GPT, c'est pas votre pote, c'est ça qu'il voulait dire en fait. Exactement ça, c'est vraiment ça, parce qu'il y a des gens qui maintenant considèrent l'IA non plus seulement comme un outil, mais comme une sorte de confident, comme une béquille émotionnelle. Ils voulaient un petit peu remédier à ce problème-là, mais en fait, c'est ce que les gens veulent d'une certaine manière. Et donc, finalement, ça nous informe qu'il faut un peu réfléchir sur le côté un peu exagéré des annonces des grands groupes.